Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. On vous a dit ce matin dans le CQFR qu'on attendait avec impatience le face-à-face entre les Mavs et les Clippers, que c'était l'un des match-ups de ce premier tour de playoff NBA qu'on avait le plus hâte de suivre. Et avec Shai, on s'est dit que au-delà de simplement ce qui est en train de se jouer pour les deux équipes, il y avait une dynamique qui n'était pas inintéressante parce qu'il y avait face à face finalement deux joueurs extrêmement clivants de la NBA, même que ce soit parmi les analystes ou parmi les fans. C'est vraiment deux joueurs sur lesquels c'est dur de faire le consensus. C'est Kyrie Irving d'un côté, James Harden de l'autre. Deux joueurs qui ont beaucoup à faire quelque part pour nettoyer un petit peu leur legacy ou du moins leur donner un côté un peu plus propre à leur legacy. Et forcément, il y a un des deux joueurs qui sortira victorieux de cet affrontement. Un joueur qui sortira avec à nouveau une page, des lignes noires ajoutées à au cahier de notes de ses détracteurs. Kyrie Irving, James Harden. Shai, on sait que c'est pas forcément finalement le duel principal qui va se jouer dans cette confrontation. Les yeux vont être braqués sur Luka Doncic, sur le retour potentiel de Kawhi Leonard, sur les coachs même, les ajustements. Mais au bout du compte, j'ai quand même l'impression que ce face-à-face à distance va jouer un rôle. Mais complètement. Je pense qu'on peut partir du principe, avant de décortiquer pour chacun ce que ça implique sur leur legacy. Je pense qu'on est d'accord, indifféremment de notre sensibilité pour l'un ou l'autre, pour les deux. On parle quand même de joueurs qui sont parmi les plus grands joueurs de leur génération. C'est du Hall of Fame incontestable, ça on est d'accord. Et j'ai une petite stat pour toi au passage, tu parles de Hall of Fame. Je vais aller regarder, tu sais, sur la page de basketball référence. Ah oui, le pourcentage. Donne le pourcentage. Donc, est-ce que tu arriveras à deviner le pourcentage émis par basketball référence pour James Harden ? Alors, vu qu'il se base sur... Alors, il y a du MVP, il y a du... Je dirais un bon 70%. 100%. Ok, bon, tu vois, j'ai été même trop... Aussi simple. Et pour Kyrie Irving, on est à 93,4%. Ouais. Donc, ça semble être garanti pour le Hall of Fame pour les deux. Voilà. Tu vois, je partais de ce principe-là. Je pense qu'ils se basent sur... ils font par rapport à tous ceux qui y sont entrés et à quel point ils remplissent les critères de tous ceux qui sont entrés avant ou pas. Donc, ça, je pense que c'est... Ils ont cette assurance-là. On peut partir du principe que leur legacy, elle est à l'heure actuelle cimentée d'une manière ou d'une autre, en bien comme en mal. Si aujourd'hui ils prennent leur retraite, ils sont au Hall of Fame et on se souviendra d'eux pour tel ou tel truc. Mais cette série-là, en particulier, elle est intéressante parce que je pense que ça peut donner un énorme coup de boost à la legacy de l'un des deux. Et comme tu le disais, alors, une ligne noire, une page... Je ne sais pas si ça en arrivera jusque-là, parce que je ne pense pas que si les Mavs perdent, je ne pense pas que ce sera à cause de Kyrie uniquement. Et si les Clippers perdent, ce sera probablement pas que à cause de James Harden. Mais il y a cette possibilité peut-être de réécrire un peu la fin de Legacy, parce que sans être grabataire, ils sont quand même plus proches de la fin que du début, on est d'accord sur les deux. Et il y a ce côté où ils peuvent changer leur image auprès des gens, leur legacy auprès des observateurs, des experts. Je trouve que c'est cette dynamique-là que je trouvais aussi intéressante quand on en a parlé. Oui, tu as bien fait de resituer un petit peu le palmarès et le statut des joueurs, parce qu'effectivement, c'est deux joueurs qui ont été extrêmement populaires à certains moments de leur carrière. Ce sont deux joueurs qui ont contribué à changer en partie... Alors, on parle souvent de révolution du jeu, ce serait exagéré, mais en tout cas, qui ont vraiment eu un impact très fort. Kyrie Irving, j'ai l'impression, sur la culture basket, il suffit d'aller regarder un petit peu des équipes de jeunes qui jouent au basket, vous verrez le nombre de gamins qui portent, ou du moins qui portaient des Kyrie quand elles étaient encore faites par Nike. C'était l'un des joueurs les plus populaires parmi les jeunes joueurs. En James Harden, on a un joueur qui a quand même contribué à changer un petit peu la manière dont le jeu NBA se jouait, que ce soit sur le step back, que ce soit même sur le fait qu'on voit Luka Doncic jouer, finalement, je vais pas dire que les deux joueurs sont sur le même mode, mais il y a certaines choses dans le jeu de Luka Doncic qui fait penser à celui de James Harden, qui ont eu un impact
hyper important, hyper prégnant, et en même temps, deux joueurs qui ont par moment, que ce soit pour des raisons, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, que ce soit en strip club ou que ce soit dans le vestiaire, qui ont aussi partagé la vie à la fois des observateurs, parfois même au sein de leur propre vestiaire. Kyrie a une sortie cette semaine où il disait qu'il en avait un petit peu marre de cette narration qu'il présentait toujours comme un cancer à l'intérieur d'une équipe, comme un joueur à problème. Alors, je dis pas que le trait n'a pas été forcé, hein, je dis pas que c'est un trait de ses, comment dire, un trait de caractère qui suffise à le définir, mais c'est dur quand même de pas voir dans l'échec de certaines des équipes par lesquelles il est passé le fait qu'il n'ait pas toujours été, je pense, le joueur le plus fédérateur au sein même des équipes par lesquelles il est passé. C'est ça, c'est le terme, parce que il y a eu des joueurs qui étaient des cancers parce qu'ils s'embrouillaient avec tous les autres. Je pense pas que Kyrie ait eu d'opposition frontale avec ses coéquipiers, tu vois. C'est un mec, c'est juste qu'à une période de sa carrière, il a eu. Parce on peut dire, en fait, pour chacun des deux, pourquoi est-ce qu'ils sont clivants et pourquoi est-ce que leur image a été un peu écornée. Pour Kyrie, ce qui est fou, c'est que, et je prends toujours mon exemple en particulier, moi, quand il arrivait dans la ligue, je l'avais vu très peu avec Duke parce qu'il s'est blessé, mais déjà son jeu, il était hyper enthousiasmant. Tu voyais qu'on avait affaire à un virtuose. Et en termes de personnalité, c'était impossible de ne pas l'aimer, Kyrie, parce que il était hyper charismatique. Très tôt dans sa carrière, il y a eu le gimmick avec Uncle Drew, les pubs où il allait sur le terrain grimé en vieux. Enfin, c'était génial. Il était très éloquent aussi. Il y avait l'histoire qu'on avait traitée dans un reverse à l'époque, avec sa mère qu'il a perdu très jeune. Il est né en Australie, la relation avec son père. Enfin, il y a plein de choses qui faisaient que c'était un joueur. Franchement, je connaissais personne qui n'aimait pas Kyrie Irving. Honnêtement, on pouvait dire son jeu n'est peut-être pas fait pour gagner des titres, tout ça, mais il était impossible à pas aimer, je trouve. Et petit à petit, ça a commencé, je trouve, avec ce besoin d'émancipation qu'il y a eu vis-à-vis de LeBron après le titre. C'était clairement vis-à-vis de LeBron. Il a eu envie de prendre son propre chemin, ce qui se respecte. Puis après, on a vu un peu le côté libre penseur qui a mal vécu la manière dont les médias et les gens l'ont tourné en ridicule après l'histoire de la Terre plate. Là, moi, j'ai eu l'impression de voir un shift dans sa tête, tu vois, où il s'est dit, OK, maintenant, je vais prendre ces positions-là et je vais m'y enfermer. Et puis ça s'est accompagné d'une espèce de quête spirituelle totale, absolue, où tu as eu l'impression qu'il a tout testé, bouddhiste, puis aujourd'hui les musulmans, intéressé par les peuples noirs hébreux. Ça lui a valu des problèmes avec le documentaire, le lien partagé. Je pense qu'à partir de là, et je parle même pas, tu vois, je parle même pas du Covid et du côté j'ai pas envie de me faire vacciner, tu vois. Ça c'est autre chose parce que ça n'a pas été le seul à faire ça. Mais il y a eu ce virage qui a fait que selon moi, il a perdu en popularité en tout cas. Et ça a affecté aussi son jeu parce qu'à Boston, il était un peu en retrait. C'est Gordon Hayward qui avait raconté récemment que chacun avait son propre agenda. Ça incluait clairement Kyrie, hein, les références, elles étaient assez claires. Et même après, au-delà, à Brooklyn, il avait lui-même son propre agenda, sa propre quête, qui a fait que ça n'a pas marché, notamment avec Harden. C'est là que le crossover est intéressant, parce que je me rappelle, je ne sais plus qui avait écrit cet article ou qui décrit James Harden dans le vestiaire, les yeux écarquillés, en voyant Kyrie sortir, c'était, je ne sais plus quelle, de la sauge et l'agiter partout, de l'encens, enfin. Et du coup, j'imagine le truc, et tu vois le moment où Harden se dit non, mais c'est pas possible, le mec il est starbe, je peux pas continuer comme ça avec un mec comme ça, on va dans le mur, tu vois. Donc il y a tout ça qui fait que Kyrie, il y a eu un vrai shift, un vrai virage dans sa carrière. Et à côté de ça, par contre, il s'est jamais départi d'un talent qui est. C'est-à-dire que le jeu de Kyrie a jamais été critiqué parce que les fans de basket, les joueurs eux-mêmes, ils ont un respect qui est sans commune mesure avec aucun autre joueur de la ligue. Je pense vraiment aucun autre joueur. Par rapport à ce qu'il est capable de faire sur le terrain, son handle, tout le monde, même les anciens te disent oui, c'est Kyrie, il n'y a pas de problème, c'est plus virtuose. Donc pour Kyrie, c'est ça, tu vois, c'est ce qu'il est en train de regagner, parce que même moi, j'étais le premier à être sceptique, à me dire j'y crois pas à Dallas, parce qu'à mon avis, il y a un moment où il va ressortir des clous, et ça veut pas dire qu'il n'a pas le droit de donner son opinion. Je vous lis dans les commentaires, je sais, il a le droit de donner son opinion, et qu'on soit pas d'accord avec, c'est autre chose. Mais qui se dispersent moins, parce qu'on voit qu'il y a des joueurs auxquels ça peut réussir de se disperser, ils font d'autres trucs à côté et ça marche. Kyrie, clairement, ça fonctionnait pas. Et là, le voir revenir très fort sur le terrain, il a été très fort cette année, il faut le reconnaître, et ne pas se disperser, c'est plutôt encourageant dans l'optique de pas sauver sa legacy, parce qu'on vient de le dire, il va au Hall of Fame, mais
pour la faire passer encore à un niveau supérieur, tu vois. Ouais. Alors, ce qui est compliqué, tu vois, quand on parle des athlètes de haut niveau, quand on parle de ceux qui se dispersent, ceux qui sont pas assez focus sur le basket, ça, c'est toujours la perception que nous, fans de basket, on en a. Et en fait, ce qui valide ça ou non, c'est la victoire. Parce que Bien finalement, sûr. on connaît maintenant, quelque part, tu vois, on va mettre en avant le fait que Jordan ou Kobe dormaient 2 heures par nuit, que Jordan allait jouer au golf, jouer au poker, sortait, aller au casino. Et finalement, tu sais, ça ajoute à sa mystique. Et limite, ça vient, comment dire, renforcer encore l'idée selon laquelle c'est un joueur hors norme et un très grand joueur, parce que derrière, il a gagné, en fait. Et dans le cas de Kyrie Irving, quand même, il faut mettre, je pense, en parallèle, rappeler aussi que ses performances sur le terrain, si tu regardes Cleveland avant l'arrivée de LeBron, les équipes avec Kyrie Irving, déjà, il est souvent blessé. Et quand il est sur le terrain, ça fait pas gagner son équipe. Alors, je dis pas qu'il avait une équipe fantastique autour de lui. C'était un très jeune joueur. Mais c'est ça, en fait, qui laisse je pense, en tout cas, dans mon cas à moi, qui me laissait un goût un petit peu, comment dire, où j'étais un peu sceptique sur les capacités de Kyrie à être un joueur vraiment qui pouvait t'emmener loin. Parce que, même chose avec Boston, finalement, c'est pas tant le fait qu'il soit pas sur la même longueur d'onde que Tatum, Brown, etc. C'est qu'en fait, ce qui fait un peu de désordre, c'est de voir que cette équipe très jeune est allée plus loin sans lui qu'avec lui, en fait. C'est toujours ça le problème. Et le problème, on va pas refaire tout l'historique, mais le peu de matchs finalement que Kyrie, KD et James Harden ont pu jouer ensemble à Brooklyn, ils ont été extraordinaires. C'était énorme, c'était incroyable. Extraordinaire. L'échantillon est faible, mais voilà, c'est 17 matchs, un truc comme ça, un truc absurde, enfin un nombre très 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 restreint, mais là encore, choix personnel ou pas, ils ont joué si peu de matchs ensemble. Il y a eu des blessures, certes, mais aussi parce que lui a fait un choix qui l'a empêché tout simplement d'être sur le terrain, quoi. Et donc tout ça, finalement, quelque part, c'est normal que ça vienne dans le débat quand on parle de Kyrie Irving et de son niveau et de son statut. Après, je suis pas là pour dire qu'il avait tort de croire en ce en quoi il croyait. C'est pas ça mon propos du tout. Toujours est-il qu'il a pris une ligne de conduite qu'il a amené à pas pouvoir être sur le terrain, tout simplement, quoi. Et ça, c'était longtemps, c'est problématique, en fait, parce que on en parle parfois pour les blessures, quand on dit que finalement le plus grand des talents pour un joueur de basket ou un athlète, c'est de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir répondre présent. Et quand tu regardes un petit peu l'historique de Kyrie Irving, entre les blessures et ce qui s'est passé à Brooklyn, que ce soit les suspensions ou quand il a choisi de ne pas jouer tout simplement, enfin du moins de ne pas suivre la loi tout simplement de l'État de New York qui imposait aux athlètes comme tous les autres citoyens qui voulaient être dans des lieux publics d'être vaccinés. Ça, tu dis, c'est un choix personnel, certes, mais qui fait que ton équipe n'a pas pu compter sur toi ces moments-là. Et ça n'a rien à voir avec le niveau de jeu individuel de Kyrie Irving. Et la question, et c'est ça qui est intéressant cette année, je trouve, et puis depuis la fin d'année dernière, parce qu'on en avait parlé dans un podcast avec Antoine, même si la fin de saison a été catastrophique pour les Mavs l'an dernier, sur le papier, on disait c'est pas possible quand même que cette équipe ne puisse pas mieux performer, il y a juste trop de talent. Et cette année, moi qui n'ai pas été forcément, qui j'ai jamais été un fan de Kyrie Irving, ni de son jeu particulièrement, il est incroyable, tout simplement, il est incroyable sur le terrain, son entente avec Luka, j'ai l'impression que je trouve qu'il y a plus finalement de complicité dans le jeu entre Luka et lui que même il y en avait entre LeBron et lui, c'est vraiment la trajectoire parfaite. Donc cette année, je pense que cette série face aux Clippers, bien sûr qu'elle est importante pour Kyrie, pour les Mavs, bien sûr, mais je pense qu'elle est ce que sont en train de faire les Mavs et ce que vont faire les Mavs durant ces playoffs, ça peut vraiment impacter énormément, je pense, la manière dont on se souviendra de Kyrie, la manière dont il sera perçu et la manière dont il y est perçu même actuellement par les acteurs de la NBA ou par les observateurs simplement. Ouais, non, c'est exactement ça. J'ai l'impression quand même, et c'est ce qui fait que j'étais du coup plus optimiste sur la fin de saison, enfin sur la deuxième partie de saison pour les Mavs qu'au début, c'est que j'ai l'impression avec Luka, il a trouvé quelqu'un dans lequel il a retrouvé ce qu'il avait avec LeBron quelque part. Le côté, je respecte tellement ce mec-là, le talent de ce mec-là, que je peux accepter de ne pas être numéro un, de ne pas avoir ma propre équipe. Il a eu cette quête-là qui arrive à énormément de joueurs avec un talent aussi étourdissant de toute façon. Là, tu as raison, il y a une connexion technique. Au début, je ne savais pas s'ils arriveraient à s'entendre en dehors. Clairement, ils s'entendent très très bien en dehors. Il y a une alchimie, quelque chose. Et s'il arrive à aller loin ou à gagner dans ce rôle-là de numéro 1 bis,
de joueurs auxquels tu confies le ballon à la fin. On se rappelle de son panier incroyable face aux Nuggets en fin de saison régulière. Doncic, il est tout à fait prêt à donner le ballon à Kyrie à la fin d'un match et lui dire vas-y, c'est toi qui nous fais gagner, tu vois. S'ils arrivent à aller loin avec un Kyrie comme ça, clairement, sa legacy, elle change. Là, aujourd'hui, s'il prend sa retraite aujourd'hui, on va se souvenir de quoi de Kyrie? D'un joueur un peu insaisissable, talent fou. Alors, il a mis un panier ultra important dans la quête d'un titre, mais ça restait quand même LeBron, la star de l'équipe. Mais on s'en souviendrait comme un talent brut qui a pas, à proprement parler, en dehors de cette année-là, fait gagner durablement des équipes en tant que numéro 1 ou en tant que numéro 2. Là ça changerait, son image serait restaurée. Et tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, j'aimais bien son hyperactivité en dehors des terrains dans un premier temps. Je parle avant le Covid, avant tout ça, parce que tu l'as dit, il y a des joueurs, tu prenais les exemples de Jordan, de Kobe. Alors eux, pour Jordan qui se dispersait, c'était forcément quelque chose qui pouvait être au détriment de sa santé sur le terrain, le fait de très peu dormir, de fumer des cigares jusqu'à pas d'heure. Kyrie, dans un premier temps, c'était une volonté un peu humaniste où il s'est mis à défendre des tribus indiennes parce que sa mère était d'origine amérindienne. Il a eu, on en parlait peu, mais il a donné beaucoup d'argent pour les joueuses de WNBA aussi. Tout au début du Covid, quand leur salaire était coupé. C'est un mec qui est vraiment... il a cette réflexion un peu sur le monde autour. Ça, c'est intéressant. Mais il s'est dispersé dans le sens où il s'est braqué après... Après, c'est vraiment le coup de la terre plate. J'ai vu que ça avait changé parce qu'il avait fait un podcast avec Reddick tout au début où Reddick faisait des podcasts. Et j'ai senti que là, il se disait « Oula, ça y est, je suis incompris. Le monde va se retourner contre moi. » Et du coup, il est parti full force là-dedans et il n'est jamais revenu. Après, voilà, ça, c'est de l'extra sportif. J'ai l'impression que là, il fait les choses plus discrètement, en tout cas, sur ses implications et ses engagements. Et il reste focus sur le terrain. Et je ne dis pas que les joueurs doivent tous rester focus uniquement sur le terrain, parce qu'on a assez critiqué le côté shut up and dribble sur Kevin Durant et LeBron James à l'époque de la part des Républicains pour demander aux joueurs de ne pas s'impliquer dans des choses. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, bien entendu. Mais là, je pense qu'on est sur un moment où Kyrie peut tabler et travailler sur avancer avec cette nouvelle donne qui est irréprochable sur le terrain, très discret en dehors, et on voit ce que ça a fait pour les Mavs. Et même, là, on enregistre ça au lendemain du Game 1. Les Mavs ont été catastrophiques. Il ne faut pas dire les choses autrement. Kyrie, c'est peut-être celui qui a été le plus irréprochable. En deuxième mi-temps, il a été efficace, adroit. Il a fait ce qu'il a pu, même défensivement, où les Mavs ont été à la ramasse. Lui a été très correct dans l'effort, alors que c'est pas non plus sa qualité principale. Donc, lui aussi est à un moment charnière quelque part pour sa fin de carrière. Ouais, tu sais, pour revenir sur sa collaboration avec Doncic et la différence qu'il y avait avec LeBron, c'est que j'ai vraiment l'impression que Luka et Kyrie sont sur un pied d'égalité, ils sont entre pairs, PAIRS, alors que justement avec LeBron, c'était un petit peu comme si c'était le père et son fils. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une interview d'après un énième match où un journaliste demande à Kyrie une question du genre ouais, est-ce que si tu réussis à faire ceci ou cela, tu auras le sentiment de rendre LeBron fier, et Kyrie qui s'était un peu offusqué en mode mais attends, mais c'est pas mon daron quoi. Tu vois, il y a un moment ça suffit. Et on sait aussi malgré tout, alors je sais que parfois on nous dit qu'on nous en fait trop autour de la manière dont LeBron quand même manipule ou contrôle un petit peu la narration. Voilà, il se plaçait quand même clairement en père, en figure paternelle de cette jeune équipe des Cavs. Et là, tu sens qu'il n'y a pas ça du tout avec Luka, même sur des petites choses, la manière dont ils vont se relever l'un l'autre. À un moment, ils sont vraiment dans le dur, et tu vois Luka qui est au lancer franc et qui tu vois qu'il parle à Kyrie qui est sur le côté et qui lui dit un truc. Tu vois clairement qu'il lui dit un truc genre non mais ça va le faire, allez, faut qu'on continue à jouer. Ils sont beaucoup plus dans l'échange, je trouve, sur ces choses-là. Et du coup, on voit un Kyrie qui est plus mûr aussi, tout simplement. Il y a ça aussi. C'est pas le même Kyrie dans le sens où il a pas le même âge. Il a vécu tout un tas de trucs entre les deux qui ont dû clairement, j'imagine, le faire bouger, le faire évoluer. Même chose, c'était un moment, je le voyais pendant le match d'hier, parler avec Jason Kidd sur le bord du terrain pendant qu'il y avait des lancers francs. Tu sens qu'il est... Peut-être que c'était déjà le cas auparavant, mais c'était moins... Du moins, nous, on le percevait moins comme ça, en tout cas. J'ai l'impression qu'on le sent plus intégré dans l'équipe, en fait, que par le passé dans d'autres effectifs, que c'était notamment les Nets de la fin, en fait. Tu sais, le Brooklyn du début avec Kelly, de toute façon, vous avez bâti leur équipe.
Donc c'était leur équipe, ils étaient censés co-coacher, co-animer les séances. Je sais pas si tu te rappelles de ces phases assez lunaires du début. Bon, là, tout le temps, t'es impliqué. Et puis, au fur et à mesure, avec l'arrivée de James Harden, avec les différentes polémiques, tu sentais qu'il était quand même de plus en plus cloisonné, de plus en plus à part. Je vais pas dire ostracisé, parce que ça voudrait dire que c'est l'équipe qui l'a mis de côté. Je pense que Kyrie a quand même vraiment une grande part de responsabilité dans l'échec de ce qui s'est passé à Brooklyn. Mais là, en tout cas, je pense aussi que de changer de type de marché, de se retrouver à Dallas, pas pour dire que Dallas c'est un petit marché, mais c'est quand même bien plus calme. C'était finalement la situation idéale pour qu'il se relance. Et je t'avoue que moi, j'y croyais pas du tout. Vous pouvez retourner écouter les podcasts après le trade de l'an dernier. Moi qui aimais beaucoup cette équipe de Dallas, je comprenais pas du tout pourquoi les Mavericks avaient fait ce choix-là. Je voyais pas la complémentarité forcément. Je me disais ça va pas fonctionner. Je m'étais trompé. Honnêtement, je m'étais vraiment trompé. Et je suis ravi parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, il a trop de talent en fait. C'était juste dommage de se dire tout ce talent qui est gâché, qui mène nulle part. Donc voilà, on le sent plus impliqué, je pense, dans toutes les phases du jeu. Et même tu parles défensivement, c'est marrant parce qu'on va parler de James Harden bien sûr, mais il y a quelques séquences dans le match d'hier où ils se sont retrouvés face à face, où ils sont un petit peu où Kyrie a même essayé de tamponner un petit peu James Harden. C'était assez intéressant de voir aussi cette dynamique entre deux anciens coéquipiers qui sont pas manifestement qui sont pas tant entendus que ça. Non, ça c'est sûr qu'ils se sont pas entendus. De toute façon, même si c'était des déclarations qui étaient plus sur le mode passif-agressif, on sent que ça a été à l'origine du truc avec Kevin Durant au milieu c'est pas tellement de sa faute, mais c'est pas dans d'autres situations, d'autres joueurs auraient réussi peut-être à mieux fédérer, à faire en sorte que ce trio fonctionne. KD, il a toujours eu l'approche ouais, je suis là, mais faites pas gaffe à moi, hein. J'ai bâti un peu le projet, mais je suis un peu passif, quoi. Ouais, mais là, on va pas faire un truc sur KD, mais c'était ça aussi qui était problématique. Le côté, je suis juste un hooper, en même temps, c'est moi qui choisis le coach, les joueurs, qui fait venir DeAndre Jordan, qui choisit tout ce qui se passe. Il faut choisir l'un ou l'autre, tu peux pas être les deux, quoi. C'est pour ça que c'est frustrant que ça n'ait pas fonctionné, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, je vous invite à regarder les matchs de l'époque, hein. C'était une vague avec les trois quand ils combinaient. Autour, en plus, ils jouaient pas avec des peintres, hein, donc ça jouait quand même bien. Et c'est pour ça que je revenais vite sur KD, parce que je pense que c'était évitable. On n'était pas dans le vestiaire, mais je pense que c'était évitable vu la nature des problèmes qu'il y a eu. Et c'est dommage qu'ils aient pas pu s'entendre, parce que techniquement, ils se seraient entendus. C'est vraiment juste en dehors que ça n'a pas fonctionné. Alors, juste pour pondérer un tout petit peu sur ce que disait sur Kyrie, je pense que c'est en très bonne voie pour que ça marche bien à Dallas, parce qu'ils ont bien fini la saison régulière. Attention là sur ce premier tour si ça saute, parce que moi j'ai toujours les réserves du début sur le trade, c'est-à-dire qu'ils se sont départis de choses qui ont fait leur force sur la campagne d'avant, où ils ont été en finale de conférence quand même, sur une des campagnes récentes. C'était la défense, des role-players autour qui étaient bons. Et là, j'ai pas encore la garantie, mon scepticisme. Moi, je le répète, j'ai mis les Clippers vainqueurs de cette série, parce que je n'étais pas certain de l'implication défensive de Kyrie et Luka, notamment sur cette série-là. Mais Kyrie est en bonne voie et les Mavs sont en bonne voie pour, même si c'est pas cette année, pour faire quelque chose de fort à l'Ouest. Et j'étais sceptique comme toi, hein, au début, comme avec Antoine, on savait pas trop. Moi, je comprenais pas le besoin de se mettre en danger comme ça. Là, c'est là qu'il faut donner du crédit à Mark Cuban, parce que quand il arrive à faire venir un mec, il lui fait la cour et il lui fait comprendre que c'est comme ça qu'il l'a fait signer, je pense, hein, que tout sera fait pour l'arranger à Dallas, qu'il ne sera pas jugé, il va s'arranger pour que même les médias autour soient peut-être moins oppressants qu'à New York. On sait qu'à Dallas, il y a certains journalistes qui ne peuvent pas poser n'importe quelle question, qui voient leurs accréditations se faire sucrer. Donc je pense que Cuban l'a vraiment mis dans les bonnes conditions pour qu'il n'y ait pas de drama. Il y a aussi ça. Il est protégé et c'est sa meilleure chance au final de réussir quelque chose cette année et dans les années à venir, parce que Kyrie, il a quoi, 32, il est sur 32 là. Il va sur la 32e année. Je vais te dire ça tout de suite, ça doit être quelque chose comme ça. Laisse-moi retrouver ma petite page basketball référence que j'avais gardée de côté. Donc Kyrie qui a 32 ans, c'est ça exactement. 32 ans, ok. Il vient de les avoir. Ouais, c'est ça. C'est ça, il vient de les avoir. Donc ça va, il peut encore tout à fait, il a encore de belles années devant lui, en théorie, il n'est pas au bout du bout. Donc ça, c'est plutôt... il est un peu plus jeune qu'Harden, par exemple, pour qui la pression autour de sa legacy, parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il la ressente beaucoup, la pression. C'est quelqu'un qui a toujours plus ou moins obtenu ce qu'il voulait obtenir, qui a géré les médias un peu de la manière dont il l'a voulu aussi. Donc pour Harden, il y a peut-être un tout petit peu plus d'urgence.
j'ai envie de dire. Ouais, bon, on va parler de James Harden forcément. Juste simplement 2 mots quand même sur ce premier match de la série, et sur la série Clippers-Mavs. Finalement, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la défense de Dallas. C'est ce qu'a souligné Luka Doncic. Alors, c'est assez marrant. Et on lui a demandé après qu'est-ce qu'a joué. Il dit, ouais, notre première mi-temps, on n'était pas assez bon en défense. Au bout du compte, ils prennent 109 points. C'est pas tant en défense que ça a pêché du côté des Mavs. C'est surtout qu'ils n'ont pas eu leur rendement offensif habituel. Voilà, la force de frappe offensive qu'on a pu voir sur toute la deuxième partie de saison. Et c'est pour ça que moi, je reste quand même assez alors pas serein, mais en tout cas confiant dans les chances de Dallas. Dans les chances de Dallas de pouvoir passer les Clippers, c'est que je pense qu'il y a trop de talent offensif pour que les Clippers puissent à ce point impacter le jeu des Mavs sur l'ensemble de la série. Ils peuvent pas faire pire en théorie. Ils ont marqué que 30 points en première mi-temps. Ouais. 30 points. Et en face, c'est une équipe où il n'y a pas Kawhi qui est le meilleur défenseur de l'équipe. Certes, il y a Paul George et le reste de l'effectif est plutôt compétent en dehors d'Harden, on va dire, dont c'est pas vraiment pas la spécialité et la préoccupation principale. Mais 30 points, donc oui, c'est pour ça que les fans des Mavs auraient tort de céder à la panique, parce qu'il marque. S'il n'y a aucun autre match, je serais très surpris s'il y avait un autre match où il faisait un carton, où il marque 8 points, où Doncic fait une première mi-temps aussi maladroite. Je pense vraiment que c'était l'histoire d'un match. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner la série, mais je pense que là, c'était le plancher des Mavs, effectivement. Ouais. Allez, parlons un petit peu pour James Harden. Finalement, c'est encore plus incompréhensible qu'il soit à ce point clivant. Si tu prends son palmarès, donc MVP 2018, 10 fois All-Star, 6 fois dans la All-NBA First Team, une fois meilleur sixième homme de l'année, c'était en 2012, sa dernière saison avec OKC, 3 fois meilleur scoreur de la ligue, 2 fois meilleur passeur. Lui, il a une place, et il s'est assuré une place dans les 75 meilleurs joueurs de tous les temps, selon les 75 qui avaient été donnés par la NBA lors de leur anniversaire. Sur le papier, si tu lis ça en fait et que tu connais pas James Harden, tu dis tout le monde doit adorer ce joueur, c'est juste pas possible. Et en fait, c'est juste pas possible, dans le sens où c'est peut-être l'un des joueurs les plus clivants, ou qui a été passé du statut le barbu cool avec un look étonnant qui était quand même genre, personne s'attendait à ce qu'il soit fort à ce point-là quand il a quitté OKC, à part Daryl Morey qui avait très bien vu, qui reste quand même le joueur avec Houston qui est passé le plus près de pouvoir sortir les Warriors dynastiques avec Kevin Durant. C'est l'équipe qui est passée le plus près de pouvoir les taper en play-off. Et au bout du compte, un joueur, moi, avec lequel j'ai beaucoup pas de critiques, mais dans lequel je vois beaucoup de limites quand il s'agit de gagner. Un joueur qui, quand même, systématiquement, a jamais réussi à égaler ses performances de saison régulière en play-off, qui a un historique de disparition dans les moments les plus chauds en play-off, qui est assez lourd. Il suffit de regarder les 2 dernières sorties avec Philly, par exemple. Ouais, et 2015, quand le Game 6 contre les Clippers, où ils sont aux portes de l'élimination, et il est benché... Et c'est Corey Brewer et Josh Smith qui sauvent la situation. Et derrière, ils arrivent à gagner le match 7. Et tu vois Harden qui rumine, qui se prépare déjà à partir en vacances. Et bon, t'as raison, il y a un historique compliqué en play-off. Ouais. Et ça, c'est l'historique sur le terrain. Parce qu'à côté de ça, il y a quand même un mec qui a forcé... J'allais partir du moment où il a forcé son trade de Houston, mais avant ça, quand même. L'équipe dont je parlais juste avant, là, qui est passée tout près de sortir les Warriors, c'était avec Chris Paul. Derrière, ça lui a pas plu, donc il a forcé pour qu'il y ait un trade de Chris Paul et que ce soit Russell Westbrook qui arrive. Finalement, ça n'a pas fonctionné du tout. En courte saison, pour essayer de changer encore les choses, les Rockets ont échangé donc leur meilleur pivot, Clint Capella, pour essayer de faire en sorte que le jeu avec Westbrook puisse fonctionner. Dans la foulée, ça n'a pas fonctionné. Westbrook s'est barré. James Harden a exigé de partir et il a eu la destination qu'il voulait. Brooklyn. À Brooklyn, on va pas vous refaire tout le truc, mais ça prend pas. C'est quand même le premier à Détroit qui dit moi je veux me barrer à nouveau et je veux partir à Philadelphie. Bras de fer entre Philadelphie et les Nets pour savoir qui craquera le premier. Finalement, il a eu ce qu'il voulait. Et derrière, à nouveau, quand même des disparitions en play-off où quand tu as besoin de lui, il est pas là. Et des déclarations du genre mais la balle m'est jamais arrivée dans les mains, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc l'école Doc Rivers c'est pas moi, c'était un autre. Ouais, il a dit je suis
C'est quoi, il y a pas d'attaque, je suis l'attaque, ou je sais plus, je me rappelle plus déjà, mais bon, bref. Oui, c'est en arrivant au Clippers, ça, non? Je suis pas le Oui, système. c'est vrai, Je suis pas un joueur de système, je suis le système. Je suis le système, j'adore. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que ce qui est fou et presque injuste pour lui, mais c'est lui qui l'a provoqué, c'est que il y a finalement peu de chances qu'on se souvienne plus de lui pour tous les trucs positifs que tu as cités, parce qu'il y a des trucs incroyablement positifs, tu l'as dit, il a 100% de chance d'aller au Hall of Fame. C'est ça, c'est lui ou Kyrie qui a 100%? Non, c'est lui qui a 100%. Et pourquoi? Parce qu'il a fait des statistiques absolument dingues, il a été MVP d'une saison, donc c'est quand même pas rien. Il a été, ça c'est quand même un truc fou, c'est qu'il a fait partie, c'était le leader de l'équipe qui a failli faire tomber ce que moi je considère comme l'équipe qui était peut-être la plus dure à battre de l'ère moderne. Parce que, avec KD, on a bien vu ce que ça donnait en finale. Les Warriors de KD, c'était. Et pourtant, ils ne sont pas passés si loin que ça. Donc, il y a peu de chances que tous ces côtés positifs, qui font de lui un joueur top 75 all-time sans problème, on s'en souvienne plus que toutes les conneries qu'il fait depuis ce temps-là. Par conneries, j'entends le comportement de diva, d'enfant gâté. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Harden, il a toujours eu ce qu'il voulait. Il n'a jamais été contrarié, finalement, dans sa carrière. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une contrariété, il avait la légitimité qu'il avait acquis en tant que joueur et franchise player faisait que tout le monde s'est exécuté, Daryl Morey s'est exécuté, partout où il est passé, il a pu partir ensuite quasiment là où il a eu envie de partir. Et ça, les gens... et puis tu rajoutes à ça le mix joueur qui a l'air nonchalant, fan de strip club, avec une condition physique changeante. Enfin, c'est un mec... il y a des mèmes sur lui avec le fat suit, quoi. Comme s'il arrive un jour avec 10 kilos en trop et le lendemain on le voit. Enfin, c'est quand même assez incroyable et ça a finalement pas mal abîmé son image aussi. Et c'est ce qui est fou, c'est qu'on va plus se souvenir de ça, en tout cas là maintenant, mais peut-être que dans 20 ans ce sera pareil, que des bonnes choses. Comme tu l'as dit, si quelqu'un l'a jamais vu jouer et connaît pas les histoires autour, il se dit mais c'est quoi ces stats de malade? Il a quand même à chaque fois été en playoff quasiment. Il a été MVP. Il y a une autre année où il aurait pu l'avoir aussi. L'année de Westbrook, Harden peut être MVP aussi. C'est pas un scandale. Hein. Il y avait ses partisans. Donc c'est ça qui est assez dingue. Et en même temps, on peut pas crier à l'injustice parce qu'il s'est attiré toutes ces choses-là lui-même finalement. Et sportivement, il y a quelque chose qu'il faut lui accorder aussi, que moi j'ai bien aimé chez lui. Il a montré une certaine forme de capacité à s'adapter quand même, à certains moments. C'est-à-dire qu'il est franchise player incontestable, usage rate incroyable à Houston, et pendant une courte période à Brooklyn, il s'était adapté, c'était un playmaker quand il manquait KD et Kyrie. Les rares moments où il y avait les trois, il servait le playmaker, il forçait beaucoup moins ses tirs. À Philadelphie, pendant un temps, il l'a fait aussi. Et c'est juste qu'à un moment, et donc il s'était adapté parce qu'il avait aussi perdu physiquement, en explosivité, en plein de choses. Il avait montré cette capacité d'adaptation. C'est pour ça que ça m'a déçu par instant de le voir ne pas réussir à montrer en playoff ce qu'il montrait en saison régulière, à donner l'impression de s'en foutre ou d'être en Calimero parce que ça fonctionnait pas. Enfin, c'est un joueur extrêmement frustrant parce que le talent brut est violent et même en défense. On va parler de la défense un moment, mais physiquement, c'est un mec, moi je l'ai vu de près 5-6 fois. C'est une armoire. Et quand il est en condition physique normale, il est gaulé, il est vraiment en bois brut, il est assez grand, il a tout pour défendre ne serait-ce que correctement. Et pourtant, c'est un mec, il a 14 compiles de lui, James Harden, defensive juggernaut, de 10 minutes où tu le vois, il regarde à droite, à gauche, il lâche son mec, il suit pas l'action. C'est bon, voilà, c'est un peu le portrait de James Harden, un peu. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, finalement, pour Kyrie, il y a quand même un argument que les fans hardcore de Kyrie peuvent toujours soumettre, c'est il a gagné un titre, et il a mis l'un des tirs les plus iconiques, du moins un tir iconique vraiment des finales NBA. James Harden, il n'a pas ça. Il n'a pas ça à son palmarès. Il a tout un tas de distinctions individuelles, mais collectivement, il n'a pas ça du tout. Et c'est pour ça que son arrivée aux Clippers était aussi importante, je pense, pour la trace qu'il va laisser dans l'histoire et pour la suite. Hier, finalement, toujours dans ce premier match, il fait un très bon match. Il termine, c'est peut-être même le meilleur joueur des Clippers hier sur le terrain dans son impact. Il termine avec 28 points, 8 passes. Voilà, c'est ça, 28 points, 8 passes à 8 sur 17 au tir. Il est vraiment excellent. Mais on en plaisantait un petit peu après le CQFR de ce matin avec Shai. On disait, dans l'histoire des playoffs, il y avait Game 6 Clay et puis il y a Game 1 Harden. Dans le sens où c'est quand même le spécialiste de faire des très bons premiers matchs de playoffs, de série. Puis après, ça diminue un petit peu, ça baisse un petit peu. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup à
à corriger pour lui. Et il y a beaucoup en jeu en fait dans ces playoffs. Tu parlais d'adaptation et c'est vrai en fait. Et quand il est arrivé à Brooklyn, moi j'ai été bluffé par dans les premiers temps, du moins les moments où il y avait justement KD, Kyrie et lui sur le terrain, sa capacité à lâcher vite, à faire tout ce qu'on lui demandait, enfin tout ce que nous fans de basket, on aurait aimé qu'il fasse un peu plus à Houston, lâcher vite les ballons quand les mecs sont démarqués, arrêter de monter la balle en marchant, jouer une attaque où il y a 56 dribbles sur place et puis finalement il y a juste un tir ou une passe de alley-oop pour Clint Capella. Ça, il l'a très bien fait. Il l'a très bien fait aussi quand il est arrivé à Philly dans les premiers temps. Oui. Et fur et à mesure, et puis d'ailleurs Doc Rivers, son coach à Philly, en partant de Philly, il a pas, comme d'habitude, il a pas hésité à glisser un ou deux joueurs sous les roues du bus. Et cette fois, c'est James Harden qui avait pris grave. Il disait, ouais, avec James Harden, au début, ça commence bien. Puis à la fin, en gros, il joue comme il a envie de jouer. On peut plus rien lui dire. Il s'est remis à jouer comme lui veut le faire, quoi. Et donc, bah là, c'est quoi? C'est troisième chance maintenant pour James Harden aux Clippers. Et c'est l'équipe, encore une fois, qu'il a choisi, qu'il a voulu. Il faut que ça marche, quoi. Il faut que ça marche. Et donc là, sur le premier match, il était très bon. Voilà, il a dit que... En gros, je sais pas si tu as vu ses déclarations d'après-match, mais c'était assez marrant parce qu'il disait, bon, bah... D'habitude, on ne me demande pas de scorer, mais là, il fallait que je score. Je suis toujours là pour répondre et faire ce qu'il faut pour l'équipe. S'il faut que je crée du jeu pour les autres, je le fais. Mais là, ils avaient besoin de mes points, donc je l'ai fait. Donc vraiment le soldat idéal, quoi, selon les coachs. Il adore faire ça. Il y a toujours un moment dans toutes ces équipes où il dit ouais, moi je suis un soldat, je me sacrifie et tout. Bon, dans les faits, c'est plus compliqué que ça quand même. Donc voilà, effectivement, les Clippers avaient besoin de son apport offensif en l'absence de Kawhi Leonard. Effectivement, il a très bien joué dans ce premier match. Mais il y a quand même, je pense pas que c'est effacé tous les doutes qu'on puisse avoir sur James Harden et son impact. Alors je vais pas dire sa compatibilité, mais son impact au sein des Clippers, sachant que pour les Clippers c'est le titre ou rien, ou c'est au moins finale NBA ou rien en fait, pour que la saison soit réussie. Ouais, c'est ça. Et là sur ce premier match, on a encore une fois, il n'y avait pas Kawhi, mais c'est aussi un match où Paul George a été en difficulté pendant un temps. Harden, il a été, moi je l'ai trouvé super, vraiment. Il avait tout ce qu'il fallait, même défensivement, où je me moquais de lui, mais il fait 2 contre, il n'a pas trop lâché ses joueurs, je l'ai trouvé vraiment bien. C'est juste on est un peu échaudé par le passé, on sait qu'il y a un moment où il va relâcher la vigilance, ou alors un moment où il va se sentir obligé de tenter de faire un peu de hero ball, ou disparaître dans les moments clés, comme avec Philadelphie l'année dernière. C'est juste ça, c'est par expérience, mais il a une vraie occasion, parce que là, les Clippers, c'est peut-être l'équipe dans laquelle il a le plus voulu aller, je pense. Parce que Brooklyn, ok, il y a eu l'opportunité parce qu'il y avait KD et Kyrie, pardon, ça s'est matérialisé, donc il y a été. Philadelphie, bah, c'est parce qu'il pouvait faire le trade à ce moment-là. Là, les Clippers, il voulait pas aller ailleurs. Et il y avait peu d'offres ailleurs aussi parce que les autres équipes ont vu ce qui s'était passé avant. Je veux dire, c'est un gars qui est du coin, qui est de Los Angeles à côté. Il y avait l'espèce de narration avec les autres gars de Californie du Sud. Il y a tout ça qui entre en jeu et je pense que là, c'est vraiment la dernière chance dans le sens où, ou en tout cas en tant que joueur majeur, c'est-à-dire pas en tant que 6e homme à 38 ans. Tu vois. Donc ça, c'est une possibilité. Moi, j'en avais parlé il y a quelques années. Hein. Je voyais la carrière d'Harden finir comme ça, en 6e homme de luxe, parce que je le voyais plus capable de tenir la distance en tant que playmaker principal d'une équipe. Il a réussi à repousser un peu ça, ce fait-là, en réussissant un très très bon début avec les Clippers. Hein. Au début, c'était compliqué, les tout premiers matchs, le temps que Tyronn Lue trouve la bonne formule avec Westbrook en sortie de banc, mais je le trouve, même là, avec la fin de saison où les Clippers étaient moins bons, je trouve qu'Harden est stable. J'aime beaucoup le fait qu'il soit... J'ai l'impression que c'est la première fois, hein. Peut-être je me trompe, mais tu sais, on en a parlé aussi ce matin, cette volonté vraiment de créer des liens et des connexions techniques et en dehors du terrain avec d'autres joueurs, où il attend, il restait une demi-heure de plus après les entraînements pour travailler le pick and roll avec ses intérieurs, notamment Zubac. Et on a vu sur le premier match là, sur le game 1, que ça a vraiment marché, qu'il y a une connexion, une compréhension importante entre eux. J'ai envie d'être optimiste et de me dire là, il a l'air d'avoir compris quelque chose. C'est là où il se sent peut-être le mieux. Peut-être qu'il fera un truc à un moment qui me fera dire le contraire, mais je pense qu'il est sur plutôt une bonne voie, comme Kyrie en fait. Hein, ce qu'on a dit sur Kyrie, sur le fait qu'il a l'air d'avoir compris quelque chose ou d'être dans le contexte qui lui sied le mieux. Je pense qu'Harden, c'est pas loin de ça aussi là en ce moment.
Ouais, je souriais quand tu parlais comment dire, de sa connexion avec Zubac, parce qu'hier, je sais pas si tu as vu ça, c'était furtif, mais il y a un moment où j'ai éclaté de rire devant ma télé, où t'as les Clippers qui encaissent un panier, la balle arrive dans les mains elle est toujours sur le terrain, juste à côté de James Harden, il la met à moitié dans la gueule de Zubac, qui se prépare à faire la remise en jeu, et derrière, il lui gueule dessus parce que la remise en jeu n'est pas faite assez vite à son goût. J'ai trouvé ce moment, c'était assez bon. Mais oui, non, je vois ce que tu veux dire. Après, honnêtement, effectivement, il a été vraiment, pour revenir sur le premier match, il a été très bon. J'ai aussi quand même, malgré tout, le sentiment que c'est pas pour dire que... Je vais pas dire que ce sont les Mavs qui ont perdu le match et que la défense des Clippers a été exemplaire. Le plan de jeu mis en place par Tyronn Lue, encore une fois, a été exemplaire. C'est vraiment les Clippers pardon, qui ont gagné ce match. Ça, la question ne se pose pas. C'est vraiment les Clippers ont été meilleurs. Ils avaient mieux préparé le match. Mais c'est aussi, je pense qu'il y a quand même des ajustements aussi du côté des Mavs qui peuvent vraiment compliquer la vie de James Harden. Et je ne suis pas sûr qu'à ce stade-là de sa carrière, James Harden puisse vraiment être la solution pour que les Clippers aillent au bout de leur objectif. Je te le disais avant qu'on commence là, il y a plusieurs scènes où pareil, je devenais fou devant ma télé où Doncic, qui a été mauvais comme rarement, en tout cas comme je l'ai rarement vu, vraiment pas bon, se met à vouloir monter en pression sur James Harden et il ouvre toute sa main gauche, quoi. Donc c'est le seul truc que tu as à faire. Enfin, je dis pas le seul truc, hein, c'est extrêmement compliqué de défendre sur James Harden, c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, tu sais que tu peux pas lui donner sa main gauche. Boum, il lui donne la main gauche, derrière il y a un lay-oop et il regarde mal le mec qui se prend qui a laissé venir la passe lobée. Je dis mais tu vois, c'est ce genre de choses aussi où je me dis, pour le coup, les Clippers n'ont pas fait ces erreurs-là, quoi. Dans le scouting, la préparation de match, l'exécution, ils ont été exemplaires. Du côté des Mavs, les Mavs n'ont vraiment pas été exemplaires de ce point de vue-là, quoi. Non, ils peuvent pas faire moins bien normalement. C'est pour ça que je pense quand même que les Mavs ont en partie donné le match. Ils ont en tout cas donné le bâton pour se faire battre parce que les Clippers n'étaient pas au meilleur de leur forme. Il n'y a pas Kawhi qui a fait une super saison et qui est un joueur incroyablement important. En théorie, c'était faisable d'inquiéter plus que ça ces Clippers-là. Donc, pour les ajustements, tu as raison et ça passe aussi par le fait de limiter Harden. Hein. On parlait d'Harden, mais là, Harden a fait un super match. Ça passe par là, utiliser des joueurs un peu différents. C'est surtout, Luka ne fera pas 2 fois ce match-là, je pense. Hein. Sinon, ce serait du jamais vu qu'il rate 2-3 matchs de suite comme ça. J'y crois pas. Kyrie à côté sera fiable, je pense. Hein. C'est LeBron qui disait tu joues contre les Mavs, tu sais que Luka va faire du Luka et que Kyrie sera Kyrie. Donc, ils vont cibler peut-être plus les autres sur les prochains matchs. Ça reste une série extrêmement intéressante. Je pense que le premier match a déçu beaucoup de monde parce qu'on s'attendait à une bataille tout de suite, un truc ultra serré, même sans Kawhi. Et tout le monde a été un peu surpris que les Clippers aient aussi bien préparé la rencontre tactiquement par rapport à ce qu'on supposait. Les Mavs marchaient sur l'eau quand même ces dernières semaines, ces derniers mois. Ouais. C'était la meilleure équipe de la ligue quasiment. Tous les signaux étaient ouverts, les recrues super bien intégrées, Gafford, PJ Washington. Et là, il y a un petit doute qui s'est émissé. Moi, je demande à voir. Tu sais, on en avait parlé sur qu'est-ce qui peut empêcher les Mavs de faire un bon parcours. J'avais pas du tout cité Kyrie parce que, en tout cas sur ce qu'il apporte, parce que mes doutes ont été dissipés là-dessus. Il est impliqué, il s'entend bien. Et c'est vraiment plus, moi, le fait que tes 2 meilleurs joueurs, en théorie, hein, s'ils font pas un effort au-delà de ce dont ils ont l'habitude, quand tes 2 meilleurs joueurs sont des joueurs à impact négatif en défense, moi, ça me fait toujours peur. C'est pour ça que quand je regarde les Clippers, c'est que je vois, pour moi, c'est Kawhi et Paul George avec Harden en électron libre. C'est 2 joueurs qui sont forts en défense. Les Mavs, Luka, il est peut-être moins mauvais que. Alors là, il a pas montré, il a montré le contraire. Là, hein. Tout ce que tu as souligné, ça se voyait, c'est clair et net. Mais Kyrie et Luka, ça reste leur point faible et c'est pas des joueurs qui, si les autres autour font pas vraiment un gros taf, ça fait 2 joueurs qui sont là à 40 minutes par match et qui sont exploitables en défense. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Après, encore une fois, pour Luka, en fait, une des grosses différences, c'est son volume, en fait. Simplement, sa taille fait que je pense qu'il peut pas être un boulet. S'il décide de ne pas être un boulet, en fait, il est pas, son impact n'est pas si négatif que ça en défense, dans le sens où c'est pas un stopper, je suis d'accord, mais il est suffisamment grand, vu sa taille et sa mobilité, il suffit qu'il soit actif pour simplement être
correct ou t'es correct moins, si tu veux, et pas handicapé, en tout cas ta défense, du moins c'est comme ça que je vois les choses. Hier, il y avait zéro effort. Finalement, hier, bon, on va pas revenir sur Luka, hein, c'est pas l'objet de ce podcast, mais tu sais, là où je l'ai trouvé dramatique, en fait, c'est dès qu'il avait plus la balle en attaque, c'était du 4 contre 4 demi-terrain, en fait. Il était pas du tout... Alors, je dis pas que d'habitude, il est là à bouger tout le temps et à aller porter des écrans ou se démarquer quand il a pas la balle, mais hier, c'était vraiment dramatique dans son apathie, et pour le coup, ça me faisait vraiment penser au James Harden de Houston, où quand il avait pas la balle, limite, il avait les mains sur les hanches à regarder ce qui se passait en attendant, pendant que Chris Paul essayait de lui dire mais démarque-toi, je vais te redonner le ballon. Voilà, hier, où Luka était extrêmement mauvais, il a été dramatique, et effectivement, par contre... James Harden a été très bon. Paul George a été vraiment en difficulté sur le début. Sur la fin, il était fort aussi. Il a mis des gros paniers sur la fin. Il a eu son rayonnement un petit peu habituel, je trouve. C'est... Bien sûr, en fait, c'est fou parce qu'en fait, bien sûr, la solution viendra des joueurs. C'est les joueurs qui feront ce que la série, qui décideront de l'issue de la série. Mais j'ai l'impression quand même dans cette série, l'impact du coaching est potentiellement énorme. Et là, tu vois, on parlait de l'état d'esprit. Je pense qu'il y a eu péché d'orgueil de la part des Mavs, qui effectivement ont surfé sur la fin de la saison. Leurs meilleurs joueurs n'ont pas joué les derniers matchs de la saison régulière. Du coup, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas joué. Ils ont vu que Kawhi n'était pas là. Ils ont dû se dire, bon, bah, c'est bon, on va le prendre. Alors que de l'autre côté, clairement, Tyronn Lue, c'est ce qui était sorti après le match, là, qu'il n'avait pas arrêté de marteler ce match-là. On ne peut pas simplement attendre de le prendre, de se mettre dans le bain progressivement. Il faut qu'on soit au taquet tout de suite. Bah, ça a clairement été le cas. Les Mavs se sont fait gifler. Il leur a fallu toute une mi-temps en fait, pour commencer à se réveiller. Et c'était trop tard, quoi. Et c'était trop tard. Et effectivement, dans cette animation du jeu, encore une fois, dans le cas de James Harden, il y était pour beaucoup, parce que moi, ce qui m'a surpris, c'était le rythme, en fait. Où toute l'année, on dit, les Clippers, il faut qu'ils arrêtent de jouer en marchant, le rythme est trop lent, et là, c'est eux vraiment qui ont joué la relance, qui ont poussé les ballons beaucoup plus vite que d'habitude. Alors, après, on sait, hein, ça, c'est sur le début du match, et puis après, les joueurs retournent à leur tendance habituelle, et c'est ce qu'on a vu aussi. Au début du match, tous les ballons vont à Zubac dans la raquette. On a bien saisi que c'était une option de début de match. Derrière, le jeu a repris un petit peu son cours normal, même si Zubac fait un match monstrueux. Hein, il finit avec combien de rebonds? Attends, j'ai 15 sous les yeux. Ouais, c'est ça, 20 points, 15 rebonds. Donc, il fait un match monstrueux. Mais ça va être intéressant de voir si James Harden, effectivement, peut rester peut toujours avoir cet impact, en fait. Tu vois, parce qu'il disait après le match, il disait, ouais, j'ai prouvé que je pouvais toujours scorer aussi bien que the rest of them, sous-entendu avec les meilleurs d'entre eux. Avec les autres superstars. J'attends de voir si ça peut être le cas sur toute une série. Kyrie, effectivement, était lui aussi, à l'image de l'équipe, un peu en difficulté en début de match, mais d'ailleurs, je l'ai trouvé très bon. Notamment sur la deuxième mi-temps, je trouvais ses choix étaient bien meilleurs que ceux de Luka. Il y a beaucoup à jouer, beaucoup à perdre et pas mal à gagner finalement pour d'un côté Kyrie Irving et de l'autre côté James Harden. Ouais, le niveau de création individuelle d'Harden, ça va être la clé sur la série, je pense. Parce que quand il arrive à être ce playmaker dont on redoute le scoring, mais qui est capable de lâcher des passes, il y en a pas mal. Il y a eu des passes où c'est Doncic qui défend sur lui, où il arrive à trouver un joueur démarqué dans le corner. Il y en a plein comme ça où il peut être le playmaker un peu total, capable de tout faire. S'il arrive à... Parce qu'il y a aussi la question du drive, parce qu'à la base, c'est un super driver qui obtient un paquet de lancers francs. Il a dû faire évoluer son jeu, mais là, j'ai retrouvé un peu cette agressivité aussi, tu vois, qu'on voyait moins. Et pour moi, c'est une des clés de la série, parce qu'on parlait de l'opposition Kyrie-Harden. Kyrie, on sait à peu près ce qu'il va faire, on sait de quelle manière il va mettre ses points, organiser le jeu quand il devra l'organiser. Harden, c'est plus un factor X que les Kyrie, finalement, je trouve. Oui, je suis d'accord. Et en fait, pour Harden, je reste sur l'avis que j'avais quand il était à Philadelphie. Je pense qu'il a plus les jambes pour pouvoir être aussi fort sur le drive qu'il l'a été. D'ailleurs, sur la fin de match, c'est assez marrant parce qu'il a un drive qui est contesté. Hein. Tous les drives sont contestés en NBA. De toute façon, il y a toujours de la pression. Tu vois, il est sur sa main gauche et quand même, il marque pas. Il est un peu trop contesté, des paniers où tu dis, bon, bah ça, c'est 100%, c'est dedans, en fait. Il a plus tout à fait cette explosivité. Je pense que moi, vraiment, la clé du jeu de James Harden, c'est son adresse à 3 points, et notamment sa réussite sur ses moves en step back. S'il n'a pas ça, je pense qu'il ne peut plus être suffisamment fort sur le drive pour... Du moins, il ne devrait pas... je pense pas qu'il ait encore suffisamment les jambes pour te punir autant qu'il le faisait à l'époque de Houston, quand il drive, surtout si la défense est
au moins un minimum organisé pour le gêner sur ses plus gros points forts. Ouais, et il fait 6 sur 11 à 3 points là, Oui, il était très bon. sur le game 1. Donc la question, j'imagine quand même que Jason Kidd et son staff vont essayer de faire en sorte qu'il soit moins à l'aise à 3 points. Ça va aussi dépendre après de si Kawhi revient. Mais si tu laisses Harden marquer 6 paniers à 3 points par match, ça va être compliqué parce qu'il va prendre confiance et ça peut vite devenir dangereux. Donc c'est une des pistes, j'imagine, qu'ils vont explorer. Et je suis d'accord avec toi. Ça faisait partie du pessimisme sur Harden avant même son départ de Philadelphie. C'était qu'il avait perdu ce pas explosif, ce qui lui permettait aussi d'obtenir des fautes parce qu'il allait trop vite, il était trop puissant. Alors c'était un style de jeu qui pouvait être agaçant parce que, enfin moi, c'est pas forcément le style que je préfère, cette provocation pour obtenir 15-20 lancers francs par match. Je sais plus, il y a des saisons où les chiffres étaient incroyables, il passait sa vie sur la ligne des lancers. Là, c'est devenu un joueur différent qui, en théorie, si on n'a pas ses antécédents et sa faculté à disparaître en playoff, tu peux dire il est parfait, il va apporter toute l'expérience qu'il a, plus son style. Le style qu'on lui connaît, c'est les forces qu'on lui connaît, et c'est une arme ultra redoutable. Et peut-être pour finir sur Harden, j'ai quand même bien aimé quelque chose, c'est à quel point il était animé pendant le match. Tu sais, même le chest bump avec Westbrook, fait il regarde la caméra et il hurle, c'est quelque chose qu'on voyait plus trop chez Harden. Il était, je trouve, devenu un peu froid presque, même quand ça marchait. Là, j'aime bien le fait qu'il soit animé, ça va avec la théorie de je suis à l'endroit où j'ai voulu pour donner le meilleur de moi-même à cet instant précis de ma carrière. Ouais, allez, j'ai une question pour toi, Shai. Quel impact sur la manière dont on se rappelle de James Harden si... Enfin, on se rappelle, il va pas prendre sa retraite à la fin de la saison, hein, mais si jamais les Clippers se font sortir par les Mavs, quel impact plutôt sur l'image de James Harden? Alors, si je dis pas de bêtises, il est en fin de contrat. Ce que je suis en train de regarder en ce moment, je suis en train de regarder, effectivement, il sera unrestricted free agent cet été. Ouais. Alors, là, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, quoi qu'il arrive, ils sont prêts à lui offrir quelque chose de correct et que lui acceptera déjà. Donc, je pense qu'il se voit finir sa carrière aux Clippers. Donc, je sais, sur le plan négatif, je ne sais pas ce que ça peut amener, à part que encore une campagne de playoff où une équipe avec James Harden n'a pas réussi à aller très très loin. Je vois plus de trucs sur le plan positif s'ils arrivent à faire un bon run, à battre les Mavs avec un Harden aussi impliqué et aussi performant. Là, on va se dire, ok, bon, on l'a retrouvé, il a compris à quel stade de sa carrière il était et il déconne plus, quoi. Il apporte ce qu'il est censé apporter. Donc, si les Clippers sortent, non, je pense pas que ça affectera grand-chose pour lui, en fait, s'ils sortent, tu vois. Là, je vois plus ça sur le côté positif. S'ils arrivent à passer ça et qu'Harden est le moteur de ça, comme il l'a été sur le premier match, là, il sera sur une reconquête un peu qui est déjà entamée. Et voilà, moi, je vois plus ça sur le côté positif. Je vois ce que tu veux dire. Moi, bon, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi sur le côté positif. Ça serait quand même une belle manière de redorer son blason. Par contre, effectivement, si jamais il devait finir, si jamais les Clippers ne passaient pas ce premier tour face aux Mavs, et surtout si ça devait se terminer sur des contre-performances individuelles comme les dernières fois que les équipes de James Harden ont été éliminées, je pense que ça serait quand même une tâche qui serait dure à effacer par la suite, quels que soient les résultats qui suivront, parce que ça voudrait dire que en tant que première option, tu n'étais pas assez fort pour emmener une équipe au titre. En tant que deuxième option même, quand à Philadelphie, tu n'étais pas suffisamment fort. Et même en tant que troisième option, comme c'est le cas aux Clippers, tu ne serais même pas suffisamment fort. Enfin, ton impact ne serait pas suffisamment bénéfique pour aider une équipe à aller jusqu'au bout. Je pense que ça serait dur de se relever de ça. Je pense que ça aurait quand même une implication assez importante sur les négociations à venir avec les Clippers. Allez, même question pour Kyrie Irving. Est-ce que ça change quelque chose pour l'histoire de Kyrie Irving si jamais les Mavs ne passent pas ce premier tour face aux Clippers? Peut-être un peu plus que pour Harden, parce qu'ils ont quand même misé de l'argent et des années de contrat sur lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas que cette année-là, c'est la dernière. Ils sont un peu moins dans un sentiment d'urgence que les Clippers, qui ont toujours pas réglé la question de Paul George, qui vont changer de stade, de salle, pardon. Il y a moins le sentiment d'urgence, mais ce serait pas un bon signe parce que tout le monde s'est un peu hypé. Moi, le premier sur ça y est, les Mavs, finalement, c'est parfait. Kyrie, il s'est concentré pleinement sur le terrain, il donne le meilleur de lui-même. Si ça sort au premier tour, c'est quand même contre une équipe amoindrie en plus,
qui semblait moins forte en tout cas en toute fin de saison régulière, alors, je pense pas qu'ils vont se dire est-ce qu'on va trader Kyrie ou quoi, j'y crois pas. Surtout que je pense que Luka aura son mot à dire, mais ce serait pas un signal très très positif sur leur capacité à aller vraiment loin, parce que il y a une ouverture, on voit que c'est une équipe qui a été performante à la fin, notamment grâce à Kyrie. Donc s'il se met à disparaître là et que les Mavs n'arrivent pas à passer sur la legacy, ce serait pas un signal hyper positif, mais il aurait encore un peu de marge sur une année, peut-être sur l'année suivante. Alors c'est l'année prochaine que je vois comme ultra vraiment pleine de pression pour les Mavs, je pense. Alors c'est marrant parce que pour le coup, je partage pas tout à fait ton avis en ce qui concerne Kyrie. J'ai l'impression que finalement, en faisant profil bas et en étant très bon sur le terrain tout au long de la saison, il s'est offert quelque chose dont il avait certainement besoin. C'est une petite place à l'ombre. Dans le sens, il est un peu à l'ombre de Luka. Il est aussi à l'ombre des Mavs, qui reste quand même, on garde surtout en tête le fait que Dallas ait refusé, ou du moins n'ait pas aligné l'argent pour pouvoir garder Jalen Brunson, qui reste à ce jour encore l'une des plus grosses erreurs de l'histoire de la franchise. Et donc je pense que la pression, elle est avant tout sur la franchise en elle-même et sur Luka Doncic. Je t'avoue que j'ai du mal aussi à imaginer un Kyrie Irving qui finirait les playoffs en étant transparent, parce que ça, pour le coup, j'ai pas, tu vois, je peux pas lui reprocher que ça lui soit déjà arrivé en fait. En gros, j'ai l'impression que Kyrie était soit sur le terrain et il était bon, ou en tout cas il était à un niveau tout à fait respectable, soit il n'était pas sur le terrain, et finalement les griefs que j'avais, c'était plutôt les fois où il n'était pas sur le terrain, que ce soit pour des raisons de blessure ou autre. Donc j'ai l'impression que la pression, elle serait plus sur Luka Doncic et sur les Mavs en l'occurrence que sur Kyrie. Aussi, de toute façon, la legacy de Kyrie, là où elle est vraiment cimentée dans le côté positif, c'est que même quand il jouait pas, t'as tout le monde, tous les joueurs, les anciens joueurs te disaient que c'était le meilleur balle en main, qui faisait des trucs que personne ne savait faire. Ça changera pas en fait, même si là ils sortent de manière piteuse, s'ils n'arrivent plus jamais à passer un tour de playoff, ça l'aidera pas à améliorer sa legacy sur le plan des résultats collectifs, mais il a une espèce d'aura auprès des joueurs eux-mêmes qui fait qu'il est assez préservé de ça, je pense. Mais oui, après, par contre, oui, pour la stratégie des Mavs, pour ce fameux trade qui leur a fait perdre des role-players, des joueurs défensifs, puis la décision avec Jalen Brunson, les Mavs, par contre, oui, ils seraient sous pression. Ils sont à une phase où ils viennent de se faire racheter. En plus, Mark Cuban reste dans l'entourage de la franchise. Il sert de président délégué, plus ou moins, mais peut-être qu'après, les personnes qui sont en place se diront, attends, on a ces joueurs-là qui sont incroyables, mais on passe pas un tour de playoff. Comment ça? Non, ça va pas. On change de GM, j'en sais rien. Je parle sur le scénario catastrophe. Donc oui, non, mais il y a quand même de la pression de toute façon. C'est pas une série anodine où c'est juste il y a de la pression, parce que c'est deux équipes qui, en théorie, c'est une équipe qui ont le niveau et le profil et les effectifs pour être en demi-finale de conférence. Ouais, exactement. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire, vous, en tout cas, dans les commentaires, ce que vous pensez de Kyrie, de James Harden, de qui a le plus à gagner, le plus à perdre dans cette série. Quoi qu'il arrive, je pense que cette série s'annonce passionnante, déjà parce qu'on ne sait toujours pas ni quand, ni si Kawhi Leonard reviendra sur le terrain, les implications que ça aura pour les Clippers, les implications que ça aura pour Dallas. Voilà, moi j'ai hâte de voir effectivement les ajustements du deuxième match d'un côté comme de l'autre. Autant finalement, on se disait ce matin dans le CQFR qu'il n'y a pas vraiment de surprise dans cette première journée des playoffs où toutes les équipes les mieux classées avaient remporté leur match. J'ai l'impression que c'est peut-être la série dans laquelle il y a le plus d'ajustements potentiels à venir d'un côté comme de l'autre. Donc nous, on sera là devant nos écrans pour regarder ça avec attention et le commenter tous les matins dans le CQFR. Voilà, un mot de la fin, Shai? Non, écoute, je partage ce que tu dis. T'avais fait un pronostic, toi, sur cette série ou pas? Je me souviens pas. Moi, je sais plus si je l'avais fait officiellement, mais en tout cas, moi, je voyais 4-2 Dallas. D'accord. 4-2 ou 4-3, c'est dur des fois un match près, mais je voyais Dallas passer. Ouais. Pour rappel, j'ai mis 4-2 Clippers. Vu qu'ils ont gagné un match, je peux me permettre de fanfaronner. Pour l'instant, ça va évidemment se retourner contre moi, et Antoine ne manquera pas l'occasion de me rappeler que j'étais le seul à avoir mis les Clippers. Mais non, c'est une série qui va être passionnante, notamment pour les ajustements dont tu as parlé. Et puis autour de ces deux joueurs qui sont pas comme les autres, Kyrie et Harden dont on a parlé là, c'est deux joueurs forcément qui ne laissent personne insensible, et ils auront leur mot à dire et leur rôle à jouer dans cette série. Voilà, on va refermer là cette page et ce nouveau podcast. On vous dit en tout cas à très vite sur les plateformes, sur YouTube ou bien sur le nouveau Basket Session. Donc on vous a parlé à de nombreuses reprises. Allez jeter un œil si vous n'avez pas vu encore à quoi ça ressemble, et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao.
either play or get played.